Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve en direct du One to One Monaco avec Maxime, responsable growth de Mano Mano. Maxime, est-ce que tu peux te présenter et puis nous présenter aussi ton parcours? Bien sûr, donc Maxime de Bayon, je suis arrivé chez Mano Mano il y a 3 ans, à l'époque on était 20, aujourd'hui on est 370. Et petite croissance. Ça a été un peu 3 années montée sur un lance-pierre. Et avant ça, j'ai fait du conseil et j'ai créé en parallèle une start-up. D'accord. Et avant ça, j'ai fait des études d'ingénieur. Ok. Comment on en arrive à Mano Mano quand on part d'un job d'ingénieur? Quelle est ta vision? Qu'est-ce qui t'a attiré un petit peu au long de ta carrière? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ces choix et donc à se retrouver aujourd'hui sur cette position-là? Alors pour la petite histoire, en fait, lorsque j'ai été au premier entretien de Mano Mano, ça s'appelait Mon Échelle à l'époque. D'accord. Et c'était pas spécialement sexy, le bricolage, ça fait pas forcément. C'est pas le dernier réseau social à la mode ou ce genre de choses. Et en fait, en creusant, je me suis aperçu que c'était une start-up extraordinaire, tant par la culture que par le projet. Le bricolage est l'un des secteurs les moins digitalisés. Aujourd'hui, le taux de pénétration est vraiment minuscule. Et on pense que, même on observe que c'est en train d'arriver, donc il y a énormément de choses à faire. Et puis la douleur utilisateur lorsqu'on fait un projet de bricolage est encore gigantesque. D'accord. Si vous avez déjà essayé de bricoler, vous avez plein de frictions, trouver l'inspiration, qu'est-ce que j'ai envie de faire, après comprendre comment le faire, comment le mettre en œuvre, après rassembler tous les outils, tout le savoir-faire, commencer son chantier, s'apercevoir qu'il vous manque quelque chose, retourner dans un magasin, faire plusieurs allers-retours, trouver le vendeur, etc. Enfin, avec beaucoup de tâtonnements. Et on pense qu'on peut fluidifier cette expérience de manière considérable. D'accord, donc un projet qui prend une certaine ampleur. Au départ, tu ne voyais pas forcément où ça pouvait aller. Aujourd'hui, il y a d'autres acteurs sur le bricolage qui sont là. Qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui Mano Mano et qui fait cette évolution-là? Tu parlais d'état d'esprit, est-ce que c'est peut-être la culture start-up, une certaine vision de la croissance aussi du growth? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Je pense qu'on est un pure player déjà, ce qui est assez rare dans le domaine du bricolage. On est une marketplace avec des marchands sélectionnés, donc avec un bon niveau de qualité et aussi des composantes culturelles de vitesse, d'agilité qu'on a dans notre ADN. Alors, ça fait 3 ans aujourd'hui que tu travailles chez Mano Mano. C'était quoi tes tâches? Comment tu as vu évoluer ça? Quelles ont été tes priorités en termes de growth et donc d'évolution? Ok, alors c'est une bonne question parce que ça a changé à peu près tous les trimestres. D'accord. Donc, c'est un peu des années chiens en start-up qui comptent 7 ans. Au début, quand je suis arrivé, je gérais 3 personnes. D'accord. Une personne responsable de l'acquisition, une personne responsable du SEO et une autre responsable de l'emailing. D'accord. Et au fur et à mesure qu'on grossissait, on a mis de plus en plus de technicité dans nos systèmes. Donc, par exemple, on fait nos propres algorithmes de bidding sur Google qui marchent mieux que la version standard. Et donc on a structuré peu à peu une équipe relativement technique avec des data scientists, des data engineers et des data analysts. Et donc aujourd'hui c'est 6 équipes la partie acquisition classique avec une grosse partie ingénierie et gros hacking, une partie SEO, une partie activation et rétention, une partie data science, data engineering et une dernière partie qui s'occupe de ce qu'on appelle advanced analytics, qui s'occupe des analyses data avancées. D'accord, donc tu as une vision qui est très technique au final, peut-être
plus technique que marketing. Tu le disais notamment sur la table ronde que la LV2 chez vous c'était presque le code, le Python et autres. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus, sur les mécaniques, sur la vision, peut-être sur aussi la formation de nouvelles personnes qui rejoignent l'équipe de Mano Mano sur ces bien sûr. Alors, je pense que le marketing aujourd'hui a toute une partie qui est de l'ingénierie, c'est-à-dire un gros problème d'optimisation où on peut collecter énormément de données et qui permet de prendre des décisions soit via des algorithmes, soit via des humains qui sont marginalement les plus efficaces. C'est-à-dire où vais-je investir mon prochain euro pour qu'il soit le plus efficace possible, où vais-je investir ma prochaine heure pour qu'elle soit la plus efficace possible. Et ce problème d'optimisation, le fait d'avoir accès à de la donnée, donne une richesse extraordinaire à l'action, et on croit beaucoup à l'humain augmenté, c'est-à-dire pouvoir utiliser des insights data pour pouvoir optimiser la machine et voire même alimenter la créativité des humains qui sont les seuls à pouvoir faire les sauts de créativité, et donc un gros focus sur la donnée. Et alors après, lors de la conférence, je disais que être data literate est un peu une sorte de LV2, donc l'image c'est que un peu comme pour la génération de nos parents, pour qui on pouvait à la génération de nos parents, donc lors de la mondialisation, ne pas parler anglais, mais c'était un peu dommage parce que vous vous coupiez de toute une partie de la réalité, et vous aviez besoin en permanence, imaginons par exemple vous faites du commerce international et vous ne parlez pas anglais, vous êtes obligé d'avoir un traducteur en permanence avec vous, et si vous commencez à apprendre anglais, vous pouvez déjà avec très peu de mots déjà très bien vous débrouiller. Pour la donnée, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on pense que pour travailler dans une entreprise web, il faut être data literate, je n'ai pas trouvé la version française, désolé, mais data literate, c'est-à-dire être... alors pas besoin, c'est un peu comme l'anglais, c'est-à-dire que même avec un niveau basique, on peut déjà faire des choses extraordinaires. Vous n'avez pas besoin... d'avoir une curiosité, une appétence peut-être pour la data, c'est la première étape. Exactement, et même avec, ne serait-ce qu'avec de l'Excel et un peu de SQL, etc., vous pouvez déjà faire des choses, même Google Analytics, vous pouvez déjà faire des choses très bonnes, et c'est un peu la même chose que l'anglais. C'est-à-dire que ça vient en pratiquant, mais vous n'avez pas besoin d'avoir un niveau, j'écris des pièces en anglais shakespearien. Si tu arrives à communiquer et te faire comprendre, c'est l'essentiel, même si c'est pas parfait. Exactement. Et en fait, c'est pareil pour la data. Les data scientists vont écrire des pièces en vers, etc. Juste balbutier quelques mots, c'est déjà extrêmement précieux pour avoir une bonne compréhension de la réalité qui t'entoure. Alors il y a un autre élément qui m'a interpellé durant cette table ronde. Tu as dit pratiquement l'essentiel des datas sont accessibles aux équipes. Donc ça veut dire, comment ça s'illustre? Ça veut dire que n'importe qui dans l'entreprise peut voir ce qui se passe et l'impact de votre activité. C'est quoi? C'est du reporting régulier, c'est visuel, c'est affiché dans le bureau. Comment ça s'illustre? La vision, c'est que contrairement à un business physique, on ne voit pas nos clients. On les voit lorsqu'on les appelle pour faire des études qualitatives, mais on a beaucoup moins le rapport à nos clients. Et donc la donnée est la voix agrégée de nos clients. D'accord. Et en observant par exemple un taux de conversion, c'est pas juste un chiffre. Ça veut dire que vous avez 5% de taux de conversion, ça veut dire que sur 20 personnes, vous en avez une qui a accepté votre offre et les 19 autres sont repartis. Ça veut dire beaucoup de choses sur les clients. Là, l'idée générale, c'est il faut donner accès à ça à tout le monde. Alors, quand je disais c'est presque toute la donnée, c'est qu'on fait quand même attention avec la RGPD, etc., à garder les données qui doivent rester confidentielles. Mais ça va être par défaut, quasiment tout est ouvert. Et donc, si quelqu'un au service client a envie d'aller explorer quel est le taux de conversion d'un produit donné, il peut le faire. D'accord. Si, je ne sais pas, il peut explorer vraiment ce qu'il veut dans l'entreprise. Alors, avec un côté très vaste. Donc on a aussi généré des reportings déjà préfabriqués en fonction du business de la personne. Mais l'idée c'est par défaut tout le monde a accès à tout.
presque. On le voit, de toute façon c'est une pratique, une philosophie de start-up, c'est-à-dire d'arrêter les silos, d'ouvrir le maximum d'informations pour que ça fluidifie et puis qu'il y ait du dépassement de fonction, de se dire ok, la personne en relation client, elle peut comprendre ce qui se passe et donc donner un contexte beaucoup plus riche aussi à ses interlocuteurs. Tu as été 3 ans dans une boîte comme ça, tu es encore. Quels ont été les challenges essentiels pour garder un peu cette agilité que vous pouviez avoir au départ et la conserver aujourd'hui? Qu'on a toujours. Vous êtes toujours. Alors, en fait, au fur et à mesure qu'on grossit, il y a un moment qui est entre 100 et 200 personnes où humainement, tu ne peux plus connaître le prénom de chaque personne. Et donc, tu passes dans un autre registre où tu vas avoir besoin de beaucoup de communication et de tout un effort en fait, d'alignement. Ouais. Et tu as une sorte d'ingéniosité dans cet effort pour faire en sorte que tout le monde soit aligné de manière la plus fluide et facile possible. Donc on a utilisé pas mal de process qui ont été développés dans la Silicon Valley. Alors tous les process agiles, etc., qu'on a adaptés à notre sauce pour la partie technique, donc des petites équipes indépendantes qui ont une grande liberté d'action pour poursuivre un objectif et une KPI. Et on a aussi, on utilise des OKR d'entreprise, Objective and Key Results, qui est une méthode que Google a démocratisée. L'idée, c'est que l'entreprise a des objectifs chaque trimestre et que toutes les personnes s'alignent sur ces objectifs. Donc là, par exemple, on a sorti le projet B2B en un trimestre de développement, donc avec 15 équipes techniques qui ont travaillé en parallèle. D'accord. Et ça s'est fait avec parce que l'OKR numéro 1 était ça, donc toute l'entreprise était alignée sur la livraison de ce produit. Cette direction. Aujourd'hui, l'équipe Growth, c'est combien de personnes Growth et Data, on a à peu près une quarantaine de personnes. Quarantaine de personnes, donc au début 3 personnes, et maintenant 40 personnes. Mais l'entreprise aussi a fait de 20 à 370 aujourd'hui. Donc la croissance a été exponentielle. Quels sont aujourd'hui tes chantiers sur le Growth, sans rentrer dans le détail, mais un peu les axes pour continuer à grandir? On a un gros enjeu autour de la notoriété. D'accord. C'est-à-dire que ManoMano a un peu suivi une trajectoire de funnel inversé. Avec un début sur la base du funnel et puis progressivement remonter vers la notoriété. Parce qu'au début, personne ne nous connaissait, donc personne n'avait d'intention d'achat chez ManoMano. Et c'était indispensable de créer la demande pour avoir l'offre, puisque dans les marketplaces, il y a tout un effet œuf et poule pour avoir des marchands. C'est schizophrène d'acquisition des deux côtés, B2B et B2C. Ouais, exactement. Pour avoir des marchands, tu as besoin d'avoir des clients, et pour avoir des clients, tu as besoin d'avoir des marchands. Et donc, ça c'était la partie initiale. Et puis après, il y a une partie de notoriété qui est en train de se construire sur que ManoMano devienne une marque. D'accord. Pour attirer de nouveaux vendeurs, Ouais, même des clients. Des clients aussi. D'où pas mal de campagnes, télévision, des leviers plutôt traditionnels pour une start-up et un pure player. Qui sont un peu, on fait un peu le chemin inverse d'un retailer classique qui passe de télévision, etc. au digital. Et nous, on fait un peu l'inverse. Est-ce que vous allez créer des boutiques à un moment? Je sais pas. Pour les places de marché, c'est une évolution. On voit Amazon, on voit aussi des acteurs pure player, du slip français par exemple, qui ouvrent aussi des boutiques, donc pas mal d'évolutions. Si on regarde là un petit peu, je sais pas si tu as eu le temps de voir un peu ce qui se passait dans le salon, des ateliers, des acteurs, est-ce qu'il y a des chantiers, des axes que tu regardes plus particulièrement, qui ne sont pas forcément sur de l'acquisition ou de la croissance, mais tu dis le e-commerce ça va davantage sur l'inverse? Je suis très alors pour le salon spécifiquement, évidemment il y a toute la partie personnalisation, intelligence artificielle, etc. qui est vraiment très intéressante. On fait beaucoup de choses nous-mêmes parce qu'on pense qu'il y a toute une partie du cœur de la valeur qu'on peut fournir à l'utilisateur final qui est là-dedans. Donc on
préfère le faire nous-mêmes. Ouais. Mais il y a des très belles entreprises françaises qui font ça. Je suis assez excité par les alignements data engineering, data science, software et éventuellement hardware. Ouais. Je trouve qu'il y a vraiment des beaux produits à créer autour de ça. Ouais, comprendre la data et l'unifier aussi et la rendre plus modulable, on va dire, pour l'utilisateur avec cette logique de personnalisation. Oui, exactement. Créer de la valeur à partir de produits construits pas uniquement sur du développement web, mais aussi sur une partie data sous-jacente. Aujourd'hui, c'est quoi vos axes sur l'international? C'est aussi un focus pour cette année, pour les prochaines bien années? sûr. On est aussi dans 4 autres pays. D'accord. L'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et l'Angleterre. Et donc c'est évidemment des sujets aussi prioritaires pour nous. Très bien. Bah, écoute Maxime, j'ai pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a des sujets ou des actualités que tu voulais partager avec les membres de notre communauté? On est assez fiers d'avoir ouvert justement ManoPro donc depuis 2 jours, qui est une nouvelle expérience pour les utilisateurs pro. D'accord. Donc, en fait, dans le marché des professionnels est gigantesque. On est autour de à peu près 30 milliards par an en France. Et c'est une population très peu digitalisée, 5% à peu près des achats à comparer au travel où on est à 50% des achats qui ont lieu en ligne. Ouais. Alors que pourtant la population est réceptive au niveau digital, c'est-à-dire que à peu près 30% des artisans ont moins de 30 ans et donc comprennent tout à fait l'utilité de digitaliser leur activité, mais ils ne peuvent pas trop le faire aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'offre vraiment adaptée. Et donc ManoMano alors pour un peu donner du contexte, c'est aussi des personnes qui vont passer beaucoup de temps en voiture et qui généralement vont avoir 2 ou 3 fournisseurs pour pouvoir se fournir en matières premières et vont y aller une fois par semaine et parfois quotidiennement. Et donc ManoMano a assemblé à la fois la puissance de la marketplace avec un côté pro, ce qui fait qu'on est un multi-spécialiste et qu'on a 20 000 produits dédiés aux pros et les 3 millions de produits B2C en plus. Ce qui fait une offre assez chouette pour les professionnels du bâtiment. Et donc on est assez content de créer un produit qui devrait permettre de fluidifier l'expérience, le parcours d'achat des pros en le digitalisant et leur rendre la vie beaucoup plus fluide. On le voit, c'est une tendance qui est émergente sur les dernières années. Il y a beaucoup plus de sujets qui ont été sur le e-commerce B2B, où au final, aujourd'hui, le chiffre d'affaires il reste très peu par rapport à la partie B2C. Et donc, c'est un axe où beaucoup de solutions maintenant commencent à y réfléchir. Et je pense que vous, c'est un axe très stratégique pour les prochaines années, vu le marché du bricolage, avec les nombreux professionnels sur le marché. Oui, tout à fait. Très bien, bah écoute Maxime, je te remercie pour cet entretien. Merci Nicolas. J'invite l'ensemble des membres de notre communauté, s'ils veulent en savoir plus, à retrouver les informations sur le site ManoMano. Et puis s'ils veulent davantage d'informations, qu'ils te contactent peut-être via LinkedIn directement s'ils ont des questions. Aucun problème, je serai ravi d'en discuter avec eux. Merci. À une prochaine.